Le Trias. Quelle période mémorable, une période clé dans l'histoire de la Terre. La grande extinction du Permien qui clôture l'ère paléozoïque s'achève, laissant une planète exsangue en termes de biodiversité. On estime que 90% de la vie terrestre et marine confondue a disparu à tout jamais. Ainsi débute l'ère mésozoïque et par extension le Trias. La Terre est alors une vaste planète quasiment vierge qui reste à conquérir. Les survivants de la grande extinction ont maintenant le champ libre pour se développer, évoluer et se diversifier. Bonjour à toutes et à tous, dans cet épisode revenons au Trias, une période de renouveau, aussi bien sur Terre que dans les mers. Une nouvelle ère commence. Si je devais faire une analogie, je vous dirais que le Trias, à l'instar d'un long métrage cinématographique, est divisé en 3 actes. Une introduction, un développement et une conclusion, se terminant avec un climax, un gros budget bourré d'effets spéciaux. Notre histoire commence il y a, un chiffre rond, 250 millions d'années. C'est le début d'une nouvelle ère, l'ère mésozoïque. Et celle-ci s'ouvre donc avec le Trias. Le Trias est la plus courte période du Mésozoïque. Elle va s'étendre sur environ 50 millions d'années, à 1 ou 2 millions d'années près. Et elle se découpe en 3 époques, elles-mêmes divisées en 7 étages stratigraphiques. Étages nommés en fonction de là où furent étudiées leurs traces géologiques respectives. Par exemple, l'Indusien doit son nom au fleuve Indus, qui prend sa source dans l'Himalaya, pour aboutir en mer d'Arabie. Fleuve qui, au passage, a donné son nom à l'Inde qu'il traverse. Nous avons aussi l'Olénékien, qui nous provient du fleuve Oléniok, en Sibérie, ou encore le Carnien, relatif aux Alpes carniques d'Autriche, etc., etc. Cependant, pour rester simple, nous nous contenterons de parler du Trias inférieur, moyen et supérieur. Quant au nom Trias par lui-même, il provient des 3 étages que l'on retrouve en Europe. Je ne les prononcerai pas. Allez, situons le contexte. Du point de vue géomorphologique, la planète, continuellement en effervescence depuis sa formation, a vu lors du Paléozoïque, l'ère précédente, se réunir sous la contrainte des forces tectoniques l'ensemble des grands continents du Paléozoïque qui ont dérivé pour finalement former l'emblématique supercontinent Pangée. À ce moment de l'histoire, la Terre porte bien mal son nom. Il s'agit plutôt d'une planète océan. Et au cœur de ce vaste océan, nommé Pantalassa, un immense continent totalement esselé. Un immense continent totalement esselé, renfermant en son sein une grande mer intérieure, le Paléo-Océan Thétis. Ainsi, le supercontinent qui s'est formé durant l'ère paléozoïque va tout au long du Mésozoïque se disloquer pour à terme lui donner la configuration que nous lui connaissons. C'est l'un des grands événements qui va marquer cette période. Et cela commence au Trias supérieur, lorsque sur la côte est, au pied de la chaîne hercynienne, une faille apparaît et morcelle le continent. Les eaux de la Thétis s'y engouffrent, ouvrant une large voie d'eau que nous appellerons bien plus tard l'océan Atlantique Nord. C'est cette large voie d'eau qui, divisant le supercontinent Pangée, donne naissance aux 2 grands continents du Mésozoïque, la Laurasie et le Gondwana. De ce fait, l'océan Thétis s'agrandit. Cette gigantesque mer intérieure et ses hauts fonds vont devenir un véritable vivier pour la faune marine de cette période. Une faune marine qui, comme nous le verrons plus tard, va connaître un essor fulgurant dans les eaux chaudes de ce nouvel océan baigné de soleil. Et en parlant d'eau chaude et de soleil, cela nous amène à parler climat. Question climat, ça ne diffère pas drastiquement du Permien, la période précédente. Sans aucune calotte glaciaire pour climatiser la planète, il y fait chaud. Alors,
Partons du postulat que durant cette période, le taux d'oxygène dans l'air est plus faible que de nos jours, environ 80% par rapport à aujourd'hui. La température moyenne est d'à peu près 17 degrés, pour 14 actuellement, et le taux de CO2 est d'environ 6 fois plus élevé qu'aujourd'hui. En bref, la Terre est une immense serre. Tout ce que nous redoutons aujourd'hui. Toutes les terres étant réunies, mis à part le littoral humidifié par l'océan, l'intérieur des terres est sec, voire aride. Seule l'immense chaîne de montagnes qui traverse le supercontinent de part en part, la chaîne hercynienne, ou chaîne varisque comme disent les anglo-saxons, influe sur le climat pangéen. Cette chaîne de montagnes a vu le jour lors de la collision des deux continents du Paléozoïque, la Laurussia et le Proto-Gondwana. La rencontre de ces deux plaques lithosphériques a provoqué un phénomène de subduction. Comprenez par là qu'une des plaques s'est enfoncée alors que l'autre l'a chevauchée, provoquant ainsi l'orogénèse hercynienne, la formation de la chaîne de montagnes. Pour faire simple, et sans entrer dans le détail, à l'instar des grandes chaînes de montagnes actuelles comme l'Himalaya ou la cordillère des Andes, la hauteur de ces montagnes bloque les nuages et provoque des précipitations, influant ainsi sur la météo de la région concernée. De fait, au cœur de la Pangée, d'une part et d'autre de la chaîne de montagnes, le climat est soit chaud et humide, en raison des pluies provoquées par les nuages et les précipitations qu'ils engendrent, soit chaud et aride, puisque aucun nuage et donc aucune précipitation. C'est du reste ce même phénomène que l'on retrouve, à moindre échelle, en Afrique du Sud, où la côte est chaude et humide, alors que derrière les montagnes du Schwarzberg s'étend l'immense désert sec et aride du Karoo. Et cela se confirme en regardant le registre fossile du Trias. Comme nous pouvons le constater, la grande majorité des fossiles du Trias sont concentrés dans l'hémisphère nord, autrement dit les anciennes terres de la Laurasie. On peut donc en déduire que le sud de la Pangée était sec et aride, alors que le nord, le versant nord de la chaîne hercynienne, arrosé par les pluies, était chaud et humide et en partie recouvert de végétation, un climat bien plus propice au monde animal et végétal, d'où la profusion de fossiles dans le registre. Et en parlant de végétaux, qu'en est-il de la végétation du Trias? Eh bien, à cette époque, les angiospermes, les plantes à fleurs n'étant pas encore apparus, seuls les mousses, les gymnospermes, les plantes à graines et autres ptéridophytes comme les fougères, les prêles et les lycopodes verdissent la planète. Alors certes, tout comme pour la faune, l'extinction permienne a eu un impact sur la végétation. La flore du Paléozoïque a elle aussi subi de plein fouet la terrible crise, et de vastes régions furent dévastées. Néanmoins, l'impact sur le monde végétal fut moindre, beaucoup moins brutal que sur le règne animal, et les végétaux de cette période furent beaucoup moins affectés. Cependant, certains n'en réchapperont pas, comme Sigillaria, les sigillaires du Dévonien carbonifère que l'on connaît par leurs magnifiques troncs fossilisés. Disparaissent aussi les lépidodendrons, eux aussi présents depuis le Dévonien, ou encore l'espèce Pecopteris, une fougère elle aussi apparue au Dévonien, et l'emblématique Glossopteris, qui permit à Alfred Wegener d'étayer sa théorie sur la dérive des continents. Mais dans l'ensemble, la flore résiste mieux que la faune à la terrible crise, et en quelques milliers d'années, la végétation est de nouveau florissante sur le supercontinent Pangée. Bien, voyons maintenant ce qu'il y en est de la faune. Il faut considérer le Trias inférieur comme une période de transition pour la faune survivante. Comme je vous le disais en introduction, suite à l'extinction Permien-Trias, 90% des espèces marines et terrestres confondues ont disparu, laissant ainsi libre un grand nombre de niches écologiques. De facto, cela va permettre aux espèces survivantes de pouvoir s'épanouir et conquérir ces niches écologiques désormais vacantes. Aussi, les animaux vont se déplacer, découvrir de nouveaux mondes étranges, aller audacieusement là où... Je m'égare. Bref, les animaux reconquièrent et s'installent dans de nouveaux environnements, et au cours du temps qui passe, vont s'adapter, évoluer, se diversifier, et par conséquent, amener à l'émergence de nouvelles espèces. C'est une radiation évolutive.
Les espèces s'adaptent, évoluent, mutent et donnent naissance à de nouvelles espèces adaptées à une plus grande variété d'environnements. On parle ici de spéciation, des espèces qui, subissant leur nouvel environnement, au fil des générations, donnent lieu à de nouvelles espèces. Ainsi se créent de nouvelles branches à l'arbre buissonnant de la vie. En d'autres termes, il s'agit d'évolution, tout simplement. Dans les mers, et dans les océans en général, où l'extinction a été la plus dévastatrice, poussant le curseur des espèces disparues à 95%. Parmi elles, les étonnants trilobites. Après avoir arpenté les fonds marins pendant plus de 250 millions d'années, ces emblématiques arthropodes marins du Paléozoïque ont définitivement disparu. Mais si le Paléozoïque fut la période des trilobites, le Mésozoïque est désormais la période d'une autre famille tout aussi prolifique et tout aussi emblématique, les ammonoïdes. Non, j'ai pas fait encore d'épisode là-dessus. Apparus au Dévonien il y a déjà plus de 100 millions d'années au moment de notre histoire, ces céphalopodes sont indissociables de toute la période mésozoïque. Seul un astéroïde et ses conséquences en viendront à bout. Et si je vous dis tout ça, c'est parce que ces animaux ont été, dans l'histoire de la paléontologie, les meilleurs amis des chercheurs qui étudient le Mésozoïque. Les ammonites furent si nombreuses et si diversifiées à travers les âges que certaines régions, autrefois immergées, comme une partie de la France, grouillent littéralement de leurs fossiles. Aussi, elles ont tellement été étudiées sous tous les angles qu'elles sont devenues ce que l'on appelle des marqueurs stratigraphiques. Entendez par là que lorsque l'on découvre une ammonite dans une couche stratigraphique donnée, en fonction de son espèce, on est en mesure de savoir, à quelques milliers d'années près, l'âge de la roche dans laquelle elle fut découverte. Pour vous la faire courte, c'est une véritable chance pour les géologues datant les roches d'un endroit spécifique, tout du moins du Mésozoïque. Pour plus de détails, je vous renvoie vers le cours de Julien sur la biostratigraphie, où il y a un chapitre qui aborde ce sujet de façon bien plus précise. Comme après chaque extinction, la vie reprend son cours, évolution, diversification, etc., etc. Les coraux modernes apparaissent, les mollusques et autres poissons sont de plus en plus nombreux, bref, quelques millions d'années plus tard, c'est à nouveau foisonnant de vie. Et dans cette nouvelle biosphère marine, nous retrouvons les chondrichthyens, lointains cousins de nos requins modernes. Leur diversité s'est amoindrie, et leur grand âge d'or est désormais derrière eux. Comme nous le dit Gilles Cully dans son excellent ouvrage consacré à cette lignée, plus jamais ils ne retrouveront le niveau de diversité qu'ils avaient connu au Paléozoïque. Néanmoins, ils connaîtront un nouvel âge d'or plus tard, au Crétacé, car certains survivent, probablement en se réfugiant dans les grands fonds. Mais il faudra attendre pas moins de 35 millions d'années pour qu'ils retournent vers la surface et que l'on recommence à retrouver leurs fossiles. Les plus nombreux au Trias, et au Mésozoïque en général, sont les zybodontes. Des poissons à l'origine d'eau douce dont les fossiles furent retrouvés sur le continent africain. Toutefois, si au Trias inférieur, les zybodontes sont de petite taille, quelques dizaines de centimètres, se nourrissant de petites proies, dès le Trias moyen, ils atteindront des tailles respectables, avoisinant les 3 mètres de long, et leur régime alimentaire sera tout autre. En effet, en l'espace de quelques millions d'années, ils se diversifient, s'adaptent à la salinité du littoral, et les restes fossiles, majoritairement des dents, nous démontrent qu'ils avaient développé deux grands types de dentures. Le type arracheur, comme chez le genre Ibodus, et le type broyeur, comme chez Acrodus, ou encore Asteracanthus. Dès lors, ils occupent le sommet de la chaîne alimentaire des océans de cette époque. Alors néanmoins, la liste n'est pas exhaustive, il y eut aussi d'autres survivants dans la lignée, comme les xénacanthes. Mais nous y reviendrons ultérieurement dans un épisode dédié. Tout du moins, si ça vous tente. Vous me direz ça dans les commentaires. Quoi qu'il en soit, comme je vous le disais, les chondrichthyens d'alors, lointains cousins des requins actuels,
se retrouvent étant au sommet de la chaîne alimentaire des océans de cette époque. Mais c'est sans compter les nouveaux venus, les reptiles marins. En effet, c'est au cours du Trias inférieur que les mers du globe voient les reptiles marins prendre leur essor. Comme nous le dit la spécialiste française des reptiles marins sur ce graphique, nous voyons plusieurs familles émerger. Et effectivement, le Trias se caractérise par une diversité importante des reptiles marins. Cependant, nous pouvons constater que certaines familles ne feront pas long feu. C'est le cas des placodontes, des reptiles marins durophages, se nourrissant de proies dures, crustacés, mollusques à coquilles, ce genre de choses. Ou encore des thalattosauriens, à ne pas confondre avec les thalattosuchiens, lointains cousins des crocodiles. C'est aussi le cas des notosaures, dont la population explose littéralement au cours du Trias moyen. Une explosion de diversité qui sera néanmoins assez brève et qui aura connu une existence, somme toute, assez courte. Mais tout du moins plus longue que celle des Ipesuchia, un groupe proche des ichthyosaures que l'on pourrait qualifier de tentative avortée de l'évolution, tant le passage sur la Terre fut de courte durée. Au final, les grands gagnants de cette diversité marine du début du Mésozoïque seront les ichthyosaures, les reptiles marins emblématiques du Trias. Leur règne va quasiment traverser toute l'ère mésozoïque pour finalement s'éteindre au cours du Crétacé supérieur. Pour des raisons qui nous sont encore inconnues à ce jour. Mystère. Quoi qu'il en soit, on retenait que durant le Trias, la faune marine en général était surtout côtière. Ce n'est que plus tard, lorsque le continent Pangée va se disloquer, que la faune marine va se disperser et colonisera la haute mer. Allez, délaissons les océans et remontons vers la surface. Sur la terre ferme, après la crise, au Trias inférieur, ce sont les familles survivantes qui sont encore les plus répandues. Ainsi, au sommet de la chaîne alimentaire, ce sont les rauisuchiens, des reptiles archosauromorphes qui dominent. Et parmi les archosauromorphes, certains, les plus basaux du groupe, engendrent les archosaures. Ainsi, de cette lignée, au Trias moyen, émergent les premiers ptérosaures, des reptiles volants insectivores d'environ 1 mètre d'envergure, qui viennent supplanter les reptiles planants apparus au Permien. Quelques mètres plus bas, sur la terre ferme, la lignée archosaurienne engendre également les premiers crocodiliformes, à l'origine des futurs crocodiliens. Et parallèlement, un peu plus tard, au Trias supérieur, cette même lignée d'archosaures donne naissance aux premiers dinosaures. Bien entendu, au Trias, les dinosaures ne sont pas encore des géants, tout du moins pour les prédateurs. Certaines sont de petite taille, comme l'Eoraptor d'Argentine, mesurant à peu près 1 mètre de long. D'autres sont un peu plus grands, à l'image du Vélos Celophysis américain, avec ses 2 mètres de long. Et d'autres encore, beaucoup plus grands, avec l'Argentin Herrerasaurus, et ses 4-5 mètres de long. Les plus grands, et qui sont aussi les plus nombreux, sont, comme souvent, les herbivores. Et le dinosaure herbivore emblématique du Trias, c'est Plateosaurus. Un animal d'une dizaine de mètres de long pour les grands spécimens. Un animal qui au passage arpentait notre pays il y a de cela environ 200 millions d'années. Pour conclure, du côté de la branche mammalienne, les plus nombreux sont les thérapsides, les dicynodontes, à l'instar de l'Istrosaurus ou encore de l'énorme Lysovichia, qui perdurera jusqu'à la fin du Trias. Et si ces animaux parviennent tant bien que mal à traverser la période du Trias, ils déclinent inexorablement. Car au cours du Trias, l'arbre buissonnant de la vie voit l'émergence de nouvelles branches, particulièrement celles des cynodontes, qui seront très nombreux. Ainsi, vers la fin de la période, de la branche des thérapsides émergent les premiers mammaliaformes, de très proches cousins des mammifères qui eux apparaîtront au Trias supérieur et se diversifieront au cours du Jurassique. Mais ça, je vous en ai déjà parlé. Nous voici donc arrivés au terme de notre histoire.
au climax du Trias, l'extinction. Cela dit, je ne vais pas m'étendre sur le sujet comme je l'avais fait dans la première version de cet épisode, car au bout du compte, dans le détail, nous n'en savons pas grand-chose. Et bien souvent, ce que l'on nous raconte n'est que pure spéculation, plus ou moins fantaisiste. Nous savons qu'il y a eu une extinction, le registre fossile nous le démontre très clairement. Cependant, quid de l'extinction, de la cause de l'extinction? Alors, la Pangée étant en train de se fracturer, de se disloquer, l'hypothèse la plus probable serait le volcanisme, phénomène qui aurait libéré de grandes quantités de méthane et de CO2 dans l'atmosphère, entraînant ainsi un réchauffement global. Certains parlent d'un impact météoritique. Bref, toujours est-il qu'on estime que la crise aurait emporté 80% des espèces marines et terrestres confondues. Et comme nous l'avons vu, suite à une extinction de masse, s'ensuit une radiation évolutive des espèces survivantes. Certaines niches écologiques s'en sortent mieux que d'autres. Et en l'occurrence, cette fois-ci, les grands gagnants seront, vous vous en doutez bien, les dinosaures. Et bien voilà pour ce deuxième épisode consacré au Trias. Une version un peu plus approfondie et bien plus longue que celle de 2016. Dans tous les cas, j'espère que vous aurez aimé ce premier pas dans le Mésozoïque. Alors, premier pas, car j'ai l'intention prochainement d'explorer la branche dinosaurienne. Enfin, à vous de me dire. J'en ai plus parlé depuis 2016. Alors, ma foi, ça vaudrait peut-être le coup d'en remettre une couche. Qu'en pensez-vous? Enfin, voilà, si ce travail vous a plu, n'hésitez pas à me laisser une petite compensation sur Tipeee ou sur Utip. Bien évidemment, je remercie tous ceux qui m'apportent déjà leur aide sur ces plateformes. Et j'en ai grand besoin car ma station de travail commence à présenter des signes de faiblesse assez conséquents. Bref, à votre bon cœur, messieurs, dames. Voilà, sur ce, c'est tout pour moi. Alors je vous embrasse, prenez soin de vous et à la prochaine. Bye bye.